Ce week-end, le streamer Amine organise un live caritatif sur Twitch avec de très nombreux créateurs de contenu. Ça s'appelle Stream for Humanity et c'est au profit de Médecins sans frontières. Tous les fonds seront donc reversés à l'ONG et ce pour venir en aide aux victimes des conflits en Palestine, au Liban, au Soudan et en République démocratique du Congo. Alors vous le savez si vous êtes abonné à cette chaîne et à ce format, que ce soit sur YouTube ou en podcast, on parle extrêmement souvent de la situation en Palestine et au Liban sur cette chaîne et on a déjà couvert d'ailleurs à plusieurs reprises aussi la situation en RDC et au Soudan. Et au vu de toutes vos questions, notamment sur la situation actuelle en République démocratique du Congo et au Soudan, on s'est dit qu'on ferait une une sur le sujet à nouveau pour voir ce qui se passe donc en RDC, au Soudan, et on fera aussi un point rapide avec les dernières informations en Liban et en Palestine. C'est le sujet donc à la une des actualités du jour, exceptionnellement aujourd'hui en voix off. Et si vous le voulez bien, on va commencer donc par la République démocratique du Congo. C'est le plus grand pays francophone en superficie, mais aussi en termes de millions d'habitants, puisque la RDC compte plus de 90 millions d'habitants. Depuis les années 1990, c'est un pays qui fait face à une instabilité politique importante. Et ce que l'on observe depuis quelques années a en fait pris un nouveau tournant en 2004 avec une guerre civile qui a éclaté. Et cette guerre, elle oppose l'armée congolaise, donc les forces armées de la République démocratique du Congo, et ce face à des groupes rebelles, notamment le M23, donc mouvement du 23 mars, qui existe depuis 2012 et que le gouvernement de RDC considère d'ailleurs comme étant une organisation terroriste. La situation tragique se concentre aujourd'hui principalement au Nord Kivu, qui est une région riche en minerais. On parle d'or, de diamants, de cobalt ou encore de coltan. Et ces deux derniers, ils sont absolument essentiels pour la fabrication d'appareils électroniques comme les ordinateurs ou alors les smartphones. C'est donc des ressources prisées par cette organisation. Mais il faut noter qu'il y a une implication grandissante d'autres pays. Par exemple, l'Organisation des Nations Unies et Human Rights Watch accusent le Rwanda de financer le groupe M23 pour organiser des pillages dans le pays. Et les violences entre ces groupes et les militaires s'accompagnent d'attaques contre des civils, particulièrement à l'est du pays. Alors justement, quel est l'impact de cette guerre sur les civils et quel est le bilan humain? Déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'en 20 ans, c'est 7,2 millions de personnes qui ont été déplacées dans le pays, selon les chiffres publiés en avril 2024 par l'Organisation internationale pour les migrations. Concernant le nombre de morts exact, aujourd'hui, il est difficile à évaluer. Entre 1998 et 2003, l'IRC estimait que 5,4 millions de personnes avaient été tuées. À cette époque, le pays faisait face à ce que l'on appelle aujourd'hui la deuxième guerre du Congo, qui impliquait 9 pays africains et une trentaine de groupes armés sur le sol du pays. Et sur cette situation, en 2010, l'Organisation des Nations Unies a parlé de génocide incontestable concernant donc ces violences perpétrées entre 1993 et 2003. Concernant la situation depuis 2004, c'est très compliqué d'avoir des estimations précises aujourd'hui. On sait qu'il y a eu plusieurs milliers de morts, mais au-delà du bilan humain qui est donc très important, il y a aussi des crimes de guerre et notamment le viol qui est massivement utilisé comme arme de guerre. En 2023, Médecins sans frontières a aidé 25 166 victimes de violences sexuelles en RDC. Rendez-vous compte, c'est plus de 2 par heure, sachant que l'ONG dénonce les crimes du M23, mais aussi la responsabilité du gouvernement qui est allié à d'autres groupes armés. Autre aspect de cette guerre, selon un rapport de l'ONU qui date de janvier 2024, le groupe M23 recrute notamment des mineurs pour combattre. De son côté, aujourd'hui, le président rwandais Paul Kagame rejette les accusations d'implication donc dans cette situation. En tout cas, sur le plan militaire, c'est très difficile de dire aujourd'hui qu'il y a l'ascendant entre les forces armées de RDC et le M23, puisqu'il y a souvent des offensives et des contre-offensives de l'armée congolaise. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, je vous mets des liens directement en description, y compris des liens vers des vidéos qu'on a déjà fait sur le sujet. Passons maintenant à la question du Soudan. C'est donc un pays grand comme 4 fois la France, situé au nord de l'Afrique et qui est en proie à un conflit extrêmement violent depuis le 15 avril 2023. Il y a aujourd'hui 2 camps qui s'opposent. D'un côté, l'armée fidèle au général Fattah al-Burhan qui est au pouvoir depuis le coup d'État d'octobre 2021. Et en face, il y a les forces de soutien rapide, une milice menée par Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti. Ces 2 hommes qui avaient pourtant collaboré lors du coup d'État de 2021 pour renverser le Premier ministre de l'époque sont donc devenus rivaux lorsque les forces de soutien rapide de Hemeti ont attaqué al-Burhan en avril 2023 pour tenter de s'emparer du pouvoir. Il faut noter que les 2 camps sont soutenus par des puissances étrangères. Il y a notamment les forces de soutien rapide de Hemeti qui sont soutenues par les Émirats arabes unis, tandis que l'armée du général Fattah al-Burhan est soutenue
soutenu de son côté par l'Égypte. Alors quel est le bilan humain depuis bientôt 2 ans? Eh bien il est très difficile d'établir un bilan exact pour le moment, mais d'après des estimations, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées. Un rapport britannique au mois de novembre 2024 évoquait plus de 61 000 personnes qui ont été tuées. Par ailleurs, 3,1 millions de personnes ont fui le pays vers le Tchad notamment, et près de 8 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur même du pays. Résultat, vous l'aurez compris, le Soudan connaît l'une des plus grandes crises de déplacement interne au monde, selon l'Organisation des Nations Unies. Toujours selon l'ONU, plus de 30 millions de personnes, dont la moitié sont des enfants, ont besoin d'aide actuellement, alors que le Soudan est considéré comme le seul pays au monde officiellement en proie à la famine de façon importante. Pour ne rien arranger, concernant les infrastructures de soins, 80% des hôpitaux ne fonctionnent pas et l'accès à l'eau potable est extrêmement compliqué. Alors comment répond la communauté internationale? On a évoqué ici donc les déclarations et les rapports venant de l'ONU. La semaine dernière, les États-Unis ont accusé les forces de soutien rapide de génocide. De la même façon, en septembre 2023, la conseillère spéciale des Nations Unies pour la prévention du génocide avait parlé d'un risque croissant de génocide au Soudan. Alors selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, la qualification de génocide s'appuie sur des informations indiquant que les forces de soutien rapide commettent des meurtres systématiques d'hommes et de jeunes garçons, mais aussi des viols ciblés de femmes et de jeunes femmes du fait de leur origine ethnique. Il fait ici notamment référence aux Massalites, qui sont un groupe ethnique non arabe qui vit principalement dans la région du Darfour, dans l'ouest du Soudan, et qui est la cible donc des forces de soutien rapide. Les États-Unis ont donc annoncé plusieurs sanctions contre Hemeti, qui est donc le chef de ce groupe paramilitaire. Mais ce jeudi, les États-Unis ont aussi annoncé des sanctions à l'encontre du chef de l'armée soudanaise, le général donc Abdel Fattah al-Burhan, reconnaissant que ses forces armées, je cite, continuent à commettre des atrocités, notamment en prenant pour cible des civils et des infrastructures civiles. Alors l'ONU estime que 2,7 milliards de dollars sont nécessaires pour venir en aide aux Soudanais. À noter au passage que le général Fattah al-Burhan a accepté pour la première fois une offre de médiation, donc de discussion, de négociation, de la part du président turc Erdogan, avec donc la Turquie qui pourrait superviser des discussions et des négociations. On verra si tout cela aboutit. Et là aussi, c'est un sujet qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer. Donc je vous mets en description les liens de certaines vidéos où on évoque plus en détail ce qui se passe sur place. Alors je l'ai dit, ce mouvement Stream for Humanity qui est donc lancé ce week-end par Amin avec de très nombreux créateurs de contenu et de très nombreux streamers pour lever des fonds. Il porte donc sur la question de la RDC, du Soudan, mais aussi de la Palestine et du Liban. Alors vous le savez, si vous avez l'habitude de ce format, on suit très régulièrement la situation au Proche-Orient dans ce format à des actus du jour, que ce soit au Liban, en Israël ou encore en Palestine. Simplement pour vous donner les dernières informations, au Liban, la situation, elle était très critique ces derniers mois. Il y a quelques mois, un cessez-le-feu a été signé entre le Hezbollah qui est présent au Liban et Israël, sauf que depuis, les deux camps s'accusent mutuellement de violation de ce cessez-le-feu. À noter que les affrontements et notamment les bombardements intenses à Beyrouth ont fait plus de 3800 morts et près de 15 000 blessés, essentiellement des civils du côté libanais, alors qu'une centaine de soldats et de civils israéliens sont aussi morts dans ce contexte. On refera un point sur la question du Liban la semaine prochaine. Enfin, concernant la situation à Gaza, là aussi on suit la situation quasiment quotidiennement depuis un an. Un cessez-le-feu en plusieurs phases était en discussion cette semaine. Il a été validé du côté israélien aussi, notamment concernant la libération des otages. Léa en parle juste après plus en détail. Mais sur place, en attendant le début de ce cessez-le-feu, la situation humanitaire reste catastrophique. Les ONG espèrent cependant pouvoir faire entrer davantage d'aide humanitaire avec le cessez-le-feu dans les prochains jours, notamment via l'Égypte. On aura l'occasion évidemment de suivre tout ça. Je vous mets donc des liens en description pour en savoir plus. Comme je vous le disais, les dons récoltés ce week-end seront reversés à l'organisation, à l'ONG Médecins sans frontières qui est présent sur place. Là aussi, je vous mets des liens en description. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après pour le flashback du jour. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le bureau du Premier ministre israélien a indiqué ce vendredi être parvenu à un accord sur la libération des otages détenus à Gaza après 15 mois de guerre. La veille, il avait accusé le Hamas d'être revenu sur certains points de l'accord de cessez-le-feu. Concrètement, cet accord, il comprend 3 phases avec une première de 6 semaines qui prévoit la libération de 33 otages retenus à Gaza contre près de 1000 prisonniers palestiniens détenus en Israël. Les 2 otages français encore retenus à Gaza par le Hamas, Ofer Calderon et Ohad Yahalomi, figurent dans cette liste, a annoncé Emmanuel Macron. Les premiers otages pourraient être libérés dès dimanche, qui est la date du début du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Toujours au Proche-Orient,
Emmanuel Macron est arrivé ce vendredi à Beyrouth, la capitale du Liban, afin de rencontrer le nouveau président libanais, Joseph Aoun, ainsi que le premier ministre désigné, Nawaf Salam. L'objectif, c'est de définir avec les responsables libanais l'aide que la France peut leur apporter pour consolider la souveraineté du pays. Deuxième actu, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le premier ministre britannique Keir Starmer ont signé un partenariat sécuritaire historique sur 100 ans. Le Royaume-Uni est un soutien clé de l'Ukraine depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Concrètement, cet accord prévoit un renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité maritime, ainsi que des partenariats scientifiques et technologiques dans la santé, l'agrotechnologie, l'espace et les drones. Volodymyr Zelensky s'est félicité de relations plus étroites que jamais entre l'Ukraine et le Royaume-Uni. Troisième actu, en France cette fois-ci, le Premier ministre François Bayrou a reçu les organisations syndicales et patronales ce vendredi afin de fixer le cadre et la méthode de la négociation sur la réforme des retraites de 2023 qui a notamment porté de 62 à 64 ans l'âge légal de la retraite. Alors François Bayrou, qui a échappé à sa première motion de censure ce jeudi, avait annoncé ce mardi dans sa déclaration de politique générale que le sujet des retraites serait remis sur la table avec les partenaires sociaux. Cette réunion, elle visait donc à fixer le calendrier des négociations. Les partenaires auront ensuite 3 mois pour parvenir à un accord, une fois que la Cour des comptes, qui est une instance financière indépendante, aura établi un bilan sur le financement du système de retraite. La Cour des comptes doit rendre ses conclusions le 19 février. De son côté, François Bayrou a fixé aux organisations l'objectif d'un accord d'ici fin mai. On suivra ça. Quatrième actu, la campagne annuelle de recensement menée par l'INSEE et les communes s'est ouverte ce jeudi et elle durera jusqu'au 8 mars. Concrètement, 9 millions de personnes habitant en France et tirées au sort vont devoir y participer. Alors si on est tiré au sort, répondre au recensement est obligatoire, même si certaines questions sont facultatives. L'objectif de ce recensement, c'est de connaître la répartition de la population et ses caractéristiques avec un questionnaire qui compte une 50aine de questions sur votre situation personnelle ou votre niveau d'études par exemple. Cette année, 3 nouvelles questions ont été ajoutées au questionnaire, mais l'une d'elles fait polémique, à savoir quel est le lieu de naissance de vos parents. Dans une tribune publiée sur Mediapart, plusieurs associations et syndicats comme la Ligue des droits de l'homme et la CGT ont estimé que le fait d'enregistrer l'origine de parents immigrés serait, je cite, un pas vers une possible inégalité de traitement par l'État sur cette base. À noter que cette question est facultative et qu'il n'est donc pas obligatoire d'y répondre. Cinquième actu, l'obtention du brevet des collèges ne sera finalement pas obligatoire pour passer en classe de seconde. C'est ce qu'a annoncé la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, ce vendredi. L'ancienne ministre de l'Éducation, Anne Genetet, avait pourtant annoncé en novembre vouloir rendre le brevet obligatoire pour rentrer en seconde à partir de la session de 2027. Le passage en classe de seconde ou non sera donc décidé en conseil de classe. Elisabeth Borne a également indiqué vouloir mettre en place de nouveaux dispositifs de soutien destinés aux élèves dont les conseils de classe auraient décidé le passage en seconde et qui n'auraient pas nécessairement réussi le brevet. Ces dispositifs sont pour le moment à l'étude, on suivra ça. Autre actu, aux États-Unis, la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction du pays, a confirmé l'interdiction de TikTok dans le pays à partir de dimanche. En fait, elle a autorisé l'entrée en vigueur d'une loi qui a été adoptée en avril dernier et qui obligeait ByteDance, donc la maison mère de TikTok, à vendre la branche américaine du réseau social d'ici le 19 janvier 2025, sous peine d'être interdite dans le pays. Concrètement, TikTok ne sera plus téléchargeable, mais l'application pourra toujours être utilisée par ceux qui l'ont déjà installée, mais ils ne pourront pas faire de mise à jour, ce qui, à terme, la rendra inutilisable. Alors attention toutefois, l'entreprise a toujours la possibilité de revendre la branche américaine de TikTok pour éviter d'être interdite. On en avait parlé, des rumeurs évoquent un éventuel rachat par Elon Musk, mais de son côté, le milliardaire n'a pas réagi et TikTok a parlé de pure fiction. En tout cas, pour le moment, l'interdiction devrait donc intervenir ce dimanche, soit la veille de l'investiture du président américain élu Donald Trump, qui prendra ses fonctions ce lundi. Il avait affirmé à plusieurs reprises vouloir sauver l'application. Et on finit avec cette actu, un concert caritatif aura lieu le 30 janvier à Los Angeles, aux États-Unis, afin de récolter des fonds pour les victimes des incendies qui ont lieu en Californie depuis maintenant plus d'une semaine. Ils ont causé la mort d'au moins 24 personnes, alors que plus de 90 000 personnes sont toujours concernées par un ordre d'évacuation. Alors parmi les artistes à l'affiche de ce concert, intitulé Firehead, il y aura notamment Billie Eilish, Lady Gaga, Katy Perry, Pink, Gwen Stefani ou encore les Red Hot Chili Peppers. Le concert sera retransmis aux États-Unis dans certains cinémas et sur plusieurs plateformes de streaming comme Apple Music, Max, Netflix et Prime Video. Les spectateurs pourront participer à une collecte de dons pendant le spectacle. L'argent récolté servira à reconstruire des infrastructures à Los Angeles, à soutenir les familles
familles évacuées, mais aussi à empêcher qu'une future catastrophe du même type puisse se reproduire. Merci beaucoup Léa. Alors le flashback du jour, c'est le suivant. Il y a 50 ans, le 17 janvier 1975, la loi Veil légalisant l'interruption volontaire de grossesse était adoptée en France. Cette loi, elle porte donc le nom de Simone Veil, alors ministre de la Santé, qui avait défendu ce texte quelques semaines plus tôt, le 26 novembre 1974, avec un discours devenu historique devant l'Assemblée nationale. Le 8 mars dernier, la France est devenue le premier pays au monde à faire référence à l'avortement dans sa constitution, donc la norme suprême du pays. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande le documentaire « Il suffit d'écouter les femmes » qui donne la parole à des femmes qui ont eu recours à un avortement clandestin en France avant 1975. Il est disponible en replay sur France.tv. Autrement, un livre qui m'avait beaucoup marqué, c'est L'événement de Annie Ernaux, qui est prix Nobel de littérature. C'est un livre autobiographique, mais qui évoque le sujet de façon plus large. C'est un livre qui est dur, mais important pour comprendre quelle était la situation à l'époque. Je vous le recommande vivement. Voilà donc pour les actualités. Ce week-end, il y aura une nouvelle vidéo, mais pas sur cette chaîne. Ce sera sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. Je vous mets donc le lien en description. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à très vite.